Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, en cette fin d'année, j'ai eu envie de vous parler des nouveautés manga que j'ai vraiment appréciées cette année. Alors, il y a certaines choses que je vais pas évoquer parce que j'ai bien aimé sans apprécier assez pour le mettre un peu dans cette vidéo, comme par exemple La Belle et le Badass aux éditions Panini. Et comme il y en a beaucoup, je vais faire un peu par éditeur. Donc là, c'est les nouveautés en plusieurs tomes. Je ferai sans doute une deuxième vidéo pour des mangas en 2 tomes, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont duré 2 tomes et qui valent vraiment le coup, qui sont sortis cette année. Puis je terminerai par une sélection de one-shot que j'ai beaucoup aimé. Mais là, j'en ai encore pas mal à rattraper. Du coup, je commence avec des nouveautés des éditions Akata, avec Les Chevaliers du Royaume des Marronniers, dont je parlerai sans doute dans une vidéo manga en cours prochainement. C'est vraiment, je pense, ma nouveauté préférée de l'année. C'est un récit où on suit, comme le nom l'indique, à la couverture, 7 chevaliers dans un royaume. C'est les fils d'une générale et ils vont avoir des missions petit à petit dans d'autres royaumes qui entourent le royaume des marronniers. Et il va y avoir d'autres personnages, comme ce personnage-là, qui vont petit à petit les accompagner. Et comme vous pouvez le voir déjà visuellement, c'est flamboyant de beauté. Il y a un style très fait main que j'aime énormément. Et l'autrice va développer un univers vraiment foisonnant de détails, d'histoires, de mythologie. Et petit à petit, il va y avoir un fil rouge qui va se créer, qui va être de plus en plus passionnant. Donc vraiment un grand coup de cœur. Ensuite, La couche est pleine de Akiko Higashimura. Donc c'est un récit, elle est semi-autobiographique, on va dire. Je pense qu'elle romance un petit peu parfois. Très bavard, comme vous pouvez le voir, avec des petites histoires où en fait on voit Akiko Higashimura s'occuper de son fils, son bébé, qui est un sacré bonhomme. C'est très bavard, mais ça se lit tout seul, par petits bouts. Ça se lit pas d'un coup, petit bout, petit chapitre par petit chapitre. C'est très drôle et en même temps ça montre d'une certaine manière un petit peu comment une jeune maman peut être un peu perdue face à son bébé et que comment un jeune enfant bébé peut devenir parfois une terreur ou un enfant roi. Voilà, c'est très beau, très réussi. Il y a eu 2 tomes de sortie, c'est en 4 tomes, donc j'ai hâte de voir si ça se tient de bout en bout. Ensuite, il y a Principal, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo nouveauté de cette année. Donc c'est le retour d'Erio Ikoemi, qui est une grande autrice du shoujo. Et là, on a un premier tome. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un tome. Le deuxième tome a été repoussé l'année prochaine, donc c'est que le tout début, tout début. Mais vraiment, c'est un premier tome, un début de manga qui m'a emporté avec vraiment un sens de l'écriture des personnages et beaucoup de thématiques déjà en un tome qui sont traitées avec brio. Si c'est comme ça de bout en bout, ça va vraiment être excellent. Je sais pas par ordre, j'ai commencé par les 7 chevaliers du royaume des marronniers parce que c'est vraiment un peu une lecture qui se détache du reste. Principal et La couche est pleine, j'ai vraiment adoré. Mais c'est pas par classement ni rien. Il y a pas d'ordre à avoir précisément. Satoko Enada, donc pareil, c'est aussi un manga en 4 tomes avec des petites histoires courtes où on suit cette amitié entre une japonaise et une jeune femme venant d'Arabie Saoudite. Elles vivent toutes les deux, elles sont colocs aux États-Unis et c'est un peu une sorte de rencontre culturelle, à la fois drôle, pleine de détails et de comparatifs, mais légers entre les différences entre le Japon et l'Arabie Saoudite, et aussi l'autrice a à cœur de faire des liens entre ces 2 cultures. C'est aussi donc c'est par 2 autrices, supervisées par Mari Nishimori. Donc l'autrice c'est Yupe Shika. Et Mari Nishimori, c'est une journaliste diplômée de psychologie comparée de l'université du Caire en Égypte. Elle est de confession musulmane. Donc c'est pas non plus totalement fantasmé par une autrice japonaise, il y a quand même un fond derrière. Et si pour l'instant c'est pas la lecture de l'année, c'est quand même une jolie petite lecture. Ensuite, il y a eu Remember Me. Bon, j'ai adoré le tome 1, bien aimé sans être autant emporté par le tome 2, et j'ai pas encore pris et lu la suite, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé, parce que c'est un récit un peu fantastique, une sorte de romance assez particulière, parce que on va voir cette jeune femme qui va revivre une partie de sa vie qu'elle a déjà vécue, parce qu'il y a eu un drame dans ce tome 1. En revivant cette vie, il y a plein de choses qui ont changé. Elle va devoir un petit peu retrouver l'amour qu'elle a perdu dans sa première vie.
Donc c'est pas le genre de récit que je lis d'habitude, mais j'ai vraiment bien aimé, alors je dis que j'ai un peu moins aimé le tome 2, mais j'ai quand même beaucoup aimé, hein. Mais il faudrait que je lise la suite parce que c'est très frais, doux et en même temps, il y a une trame qui se dresse qui est vraiment, assez maligne. Et pour finir avec Akata, qui a vu le pan danser? C'est pas du tout un récit animalier comme pourrait le faire penser le titre, mais c'est, un polar assez sombre et torturé où on va voir du coup une jeune femme dont le père était policier. Son père décède dans des circonstances un petit peu spéciales et du coup elle va essayer d'en comprendre un peu plus sur cette affaire et elle va mener son enquête. Pour l'instant, les 2 premiers tomes sur 7 se tiennent vraiment bien, c'est percutant, captivant, et même si le dessin est pas toujours, je trouve, très beau, agréable à regarder, il y a quand même un sens du cadre, de certaines cases qui sont un peu plus marquantes et l'expression des personnages qui fait que on est vraiment happé par le récit. Voilà, c'est un bon petit polar. On a fini avec Akata. Maintenant, je vais vous parler des nouveautés que j'ai beaucoup aimées aux éditions Glénat. J'espère ne pas avoir fait d'oubli parce que beaucoup de nouveautés cette année que j'ai prises et j'ai peut-être fait des oublis. Donc, des nouveautés que j'attendais beaucoup cette année, Tower Dungeon par Tsutomu Nihei. Alors, j'attendais beaucoup ce manga parce que je suis fan de Nihei depuis l'âme, mais en même temps, j'avais un petit peu peur parce que il va de plus en plus vers le grand public et même si j'accroche à chaque fois à chacune de ses propositions, là, le fait qu'il change de registre, qu'il aille vraiment dans un peu plus encore dans le shonen, grand public et de fantasy, parce que ça marche bien la fantasy ces dernières années, peut-être un peu plus que la science-fiction. Mais ça me faisait un petit peu peur. Et en fait, on retrouve un petit peu certains défauts inhérents à son œuvre, des personnages qui manquent de caractérisation, d'expression, structure de récit qui est parfois un peu facile. J'ai quand même été totalement porté par les 2 tomes qui sont sortis. En fait, c'est de la fantaisie, mais vue par Tsutomu Nihei. Il y a vraiment des poncifs classiques comme des tours, des chevaliers, une princesse à sauver, cette sorte de structure gigantesque qui part vers le ciel. Et là, on retrouve quand même pas mal du Nihei avec ses grandes architectures. Et ces monstres aussi. En fait, on est totalement pris. Et j'avais peur de l'aspect trop jeu vidéo, avec un donjon à monter, etc. Et en fait, il utilise bien cet aspect-là pour construire son récit. Je trouve que c'est plutôt réussi. Et le dessin, j'ai toujours aimé le dessin de Nihei, mais il a vraiment atteint un peu un cap artistique avec cette œuvre. Autant dans ses débuts, il allait dans les noirs profonds, puis avec Apoésisme, il a beaucoup évolué en allant vers un blanc épuré. Et là, il arrive vraiment à manier, à marier, à fusionner un peu ces 2 capes artistiques en mêlant un peu ce travail vers l'épure et des noirs très profonds. Et le rendu est vraiment très réussi. Je trouve pour moi qu'il a vraiment passé un nouveau cap. Et j'adore le rendu visuel pour l'instant. Avec ça donne un cachet assez unique à ces structures architecturales, à ces monstres, à cet univers graphique. Et c'est important par rapport à l'univers visuel que construit Nier. Donc voilà, c'est une très bonne pioche, une très bonne découverte. Je suis vraiment pas déçu par Tower Dungeon. Donc là, on passe à 2 lectures que j'avais pas forcément prévu de manière certaine de faire, avec Promenons-nous dans l'espace et Ruri Dragon. Donc c'est 2 titres qui m'ont plutôt bien étonné et qui m'ont un peu sorti de mes habitudes de lecteur. Donc dans Ruri Dragon, on a un shonen très grand public qui suit du coup ce personnage-là, qui se voit pousser des cornes un beau matin et sa mère va lui expliquer qu'elle est la fille d'un dragon. Donc, à partir de là, il risque de continuer à subir des évolutions physiques et corporelles. Et à partir de là, elle va avoir une journée un peu spéciale jusqu'à l'arrivée un peu de cet événement-là où elle va même se mettre à cracher du feu. Et, euh, et du coup, on a une sorte de comédie lycéenne, un peu toute légère, toute rigolote, et en même temps assez finement écrite, je trouve, dans la relation entre les personnages. Et cette jeune fille qui essaye de trouver sa place dans cette classe tout en sortant un peu du lot et en voyant un petit peu son corps changer encore plus que l'adolescence habituelle, avec des cornes qui lui poussent, elle se met à cracher du feu. Et il y a une forme graphique, je trouve, qui est assez
classique, mais en même temps qui me fait penser à Blue Exorcist. Donc voilà, plutôt sympa. Ensuite, on a Promenons-nous dans l'espace, qui est une lecture assez atypique. Le dessin m'attirait pas forcément au premier regard, mais on a du coup cette histoire entre deux lycéens qui sont un petit peu des... Ce personnage-là vient d'arriver dans le lycée, c'est un sujet assez classique, mais il est assez étrange. Et le blond, lui, est une sorte il joue un rôle de cancre, pas forcément à l'aise avec toujours avec les relations sociales et pas à l'aise avec l'école. Et ce personnage a tendance à, il fait des petits boulots et il galère toujours. Il est toujours en difficulté, il n'arrive jamais à tenir. Et le nouvel arrivant, euh, le brun, en fait, il a plein de difficultés sociales et pour s'en sortir, il écrit dans un carnet. Voilà, le carnet, voilà. Et, il écrit tout ce qu'il doit faire pour l'aider au jour le jour, dans ses interactions sociales et dans sa manière d'être avec les autres. Et en fait, on a là, voilà, on a un beau résumé, on a quelque chose qui te parle, un manga qui parle de la solitude et en même temps la difficulté à être avec les autres et à s'adapter au monde. Donc il y a un grand travail sur la norme et et ces deux gars-là vont avoir une sorte d'amitié qui va se créer au fil des pages, où ils vont s'entraider. Et c'est vraiment très beau, très réussi. Il y a beaucoup de choses sur la norme, le handicap social, les difficultés à s'adapter. Et le titre Promenons-nous dans l'espace est vraiment en lien avec une thématique qui va aborder dans la deuxième partie du manga, qui est l'astronomie, l'astrologie, la découverte du monde, mais dans un monde, il y a vraiment un lien à faire avec la difficulté à être avec autrui et la solitude. Et ils vont intégrer un club avec un autre personnage haut en couleur. Et c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment une très bonne surprise parce que c'est assez profond et la relation entre les deux personnages est vraiment touchante. Et ce que ça dit de notre société, de notre difficulté à être à s'adapter au monde qui nous entoure, c'est vraiment une lecture qui est pour l'instant précieuse. On va passer maintenant aux nouveautés qui m'ont beaucoup plu cette année aux éditions Kana. Alors j'avais beaucoup d'attentes pour ces trois titres et j'avoue ne pas avoir été du tout déçu. Et on va commencer avec Rose. Rose qui est assez curieux, parce que je connais pas trop les furios, donc les mangas dits de jeunes délinquants avec pas mal de bastons. Et, euh, et j'étais assez curieux de lire ce grand classique. Et j'avoue avoir pas du tout, enfin avoir été assez surpris. J'ai totalement adhéré à la proposition, que ce soit en termes d'humour, l'humour un peu loufoque, loupard, marche vraiment bien sur moi, sur les trois tomes que j'ai lus pour l'instant. Et, et visuellement aussi, c'est très chouette. J'aime beaucoup la vibe de l'année 90-2000 qui se dégage des pages. Euh, le, le rendu, que ce soit dans, voilà, comme ici, dans les scènes d'action, ou l'humour, ou la dégaine des personnages, ils sont à la fois très attachants, et il y a vraiment un style visuel qui marche très bien sur moi. Et en plus, que ce soit l'histoire d'amitié qui va se créer entre les personnages, les rivalités, là, il y a quand même des cases. C'est vrai, il y a un grand soin au cadre, aux mouvements, aux postures des personnages, aux expressions. Visuellement, c'est vraiment très chouette. Et en plus, que ce soit dans l'action ou l'humour, ça marche très bien pour moi. Donc, Rose, pour l'instant, c'est du tout bon. Très bonne surprise. Ensuite, on va passer à Sérénade pour une pluie de larmes, un titre de Haruka Kawashi. J'en ai eu beaucoup cette année. Et Sérénade pour une pluie de larmes, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais on va suivre ce personnage-là qui va être dans le passé et qui va remonter dans le passé, être transporté dans le passé alors qu'elle semblait aboutir à une rencontre, à un rendez-vous avec le jeune homme qu'elle aime. Et cette lycéenne va replonger un siècle auparavant dans le Japon
et devoir se dépatouiller de ces situations alors qu'elle va rencontrer son sosie. En fait, il y a un genre de double qu'elle va rencontrer dans ce passé-là, mais qui a une vie totalement différente, puisque il n'y a pas du tout les mêmes normes et les mêmes codes sociaux pour les jeunes filles à l'époque, avec des mariages arrangés, pas du tout la même scolarité, pas du tout le même avenir qui y dessine. Avec ça, l'autrice va raconter une histoire passionnante. Je vais parler de Munja Into the Deep, le dernier Inyo Asano. Alors j'avais énormément d'attentes pour ce manga, parce que je suis un grand fan de Inyo Asano depuis Soul Anime, puis Bonnie Poon Poon, où j'avais lu le premier tome à sa sortie, il est rapidement devenu un de mes mangas préférés. Et Inyo Asano a un style, comme vous pouvez le voir là, qui a beaucoup évolué au fil des ans. Et il va de plus en plus vers quelque chose de grand public. Alors j'ai vu dans une interview récente que c'est aussi parce que c'est de plus en plus difficile de vivre de son art en tant que mangaka au Japon. Et, euh, et en même temps, même si j'avais des craintes parce qu'on va vers quelque chose de plus grand public, on retrouve, regardez, les bandes narratives tout en noir avec ses dessins, du coup, sans texte. Le style propre à l'auteur, et on n'est pas du tout dans juste un récit d'action survitaminé, très grand public. Là, l'auteur va continuer à travailler ses thèmes habituels avec une grande finesse, une grande précision, et il est toujours aussi pertinent. C'est du manga postmoderne, donc il parle presque du Japon contemporain avec une modernité qui est peu commune, avec un regard acerbe. Et il va parler de la société, de comment on est de plus en plus divisé par les réseaux sociaux, par l'information, par les avis. Et il le fait avec une grande précision, tout en alliant un récit d'action qui est plutôt virevoltant, qui est assez réussi visuellement. Et du coup, il va suivre des Mujina. C'est des personnes qui n'ont pas les mêmes droits que les autres au Japon, qui n'ont plus la carte, une carte qui leur assure leur droit minimum. Et, euh, et certains personnages, certaines jeunes filles, vont être amenées à faire des missions très dangereuses, comme des assassinats, comme ces deux personnages-là. Celui-là qui est plutôt pour l'instant, qu'on va suivre longtemps, qui est sur la couverture, qui est plutôt positif, et ce personnage-là qui rassemble un peu tous les torts de certains personnages modernes qui lient un culte de l'image, un culte de la violence, un culte de la domination, avec les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'est déjà en premier tome un tome très riche, très ouais, il y a quelques pages. Ce personnage-là, c'est le personnage, on va dire, principal. C'est une sorte de double de l'auteur qui est un peu patron d'une petite entreprise de jeux vidéo, qui va souvent être en conflit avec une de ses assistantes parce que c'est un peu un vieux con qui a un regard pas forcément très neuf sur plein de sujets de société et qui du coup fait des remarques pas toujours très pertinentes, très intéressantes. Et on va le voir évoluer, vraiment ça va être au centre il va être au centre de l'histoire. Et il suit en même temps ce que font une nouvelle génération, tout en ayant un regard un peu ancien, un regard un peu ouais, pas très actuel. Et il va accueillir ces personnages-là, il va leur venir en aide, donc il va quand même s'ouvrir à une nouvelle génération, à des nouveaux avis, à un nouveau point de vue. Et c'est cette confrontation de points de vue qui rend ce premier tome très intéressant, riche et passionnant. Et on est déjà, je trouve, face à une grande œuvre et visuellement. Iwasano continue d'innover, regardez, avec ses angles de vue pour les scènes d'action. Et le format moyen, qui est aussi le format japonais, rend très bien hommage au style graphique de l'auteur. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, une très belle surprise de cette année. Je pensais pas autant aimer le dernier manga d'Asano, et qui aborde déjà une multitude de thématiques sur ce premier tome, qui est alloué. Et si c'est comme ça tenu de bout en bout, on est face à une nouvelle grande œuvre de l'auteur. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Il y aura une seconde vidéo au final sur mes nouveautés manga préférées par éditeur, parce que c'est déjà long. Et elle sortira un peu plus tard, et je sortirai aussi deux autres vidéos
sur les one-shots et les mangas courts. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.